Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire d'Ivalco. Au sujet aujourd'hui, on va parler, je vais juste fermer ma fenêtre, on va parler d'order to cash. Donc Benjamin nous expliquera peut-être tout à l'heure ce que c'est order to cash quand il fera des démonstrations, mais bon, c'est d'anglais tout simple, hein, c'est à partir de la commande jusqu'au paiement et puis toutes les étapes qui est un peu au milieu. Donc, on va être essentiellement sur des modules qui tourneront autour de la finance de l'ERP d'Ivalto Infinity. Et là, l'idée, c'était de vous présenter un peu tout ce qu'on peut faire avec des fonctionnalités additionnelles, avec des partenaires notamment de la FinTech française, avec qui on travaille maintenant depuis quelques années. Alors, bien évidemment, dans ce webinaire, il sera enregistré. On vous partagera le support qui est ici à l'écran. Donc, voilà, concentrez-vous. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre trop de notes. On vous transmettra toute cette information. Moi-même, je m'appelle Christian Dino. Vous m'avez peut-être déjà vu je participe quasiment à tous les webinaires. Je suis directeur marketing produit chez Livalto maintenant depuis une dizaine d'années. Et je suis notamment en charge du lancement de l'ensemble de nos produits, de nos versions. Et je suis accompagné aujourd'hui de Benjamin et d'elle. Benjamin, comment vas-tu? Ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien aussi. Ta fonction chez Divalto? Alors, je suis product manager finance et pour l'occasion, moi je gère effectivement tout ce qui est le produit, c'est-à-dire les évolutions et répondre effectivement aux attentes des utilisateurs pour l'avenir en fait de ce qu'on peut proposer au niveau de l'ERP. Alors, si vous avez participé à certaines des étapes de nos rencontres clients dans les dernières années, Benjamin est souvent là avec nous et peut répondre à vos questions sur le terrain. On vous communiquera bientôt les nouvelles dates. Ça va un petit peu se décaler dans le temps. Ça va intervenir un peu plus tôt. D'habitude, c'est en mai et là, ça va être plutôt fin du premier trimestre. Donc, on vous transmettra les dates et puis très souvent, Benjamin, sur les grandes étapes, il est là pour répondre aussi à vos questions. Sinon, j'y répondrai volontiers, mais je suis moins expert que Benjamin pour le coup. Au sommaire de cette heure qu'on va passer entre nous, grosso modo, on va parler d'un sujet qui est la signature électronique et la facture électronique. On sait que c'est un sujet chaud. On a fait un webinaire il n'y a pas si longtemps que ça avec Use notamment. Mais on en a fait une série de 3 sur le premier semestre dans lequel on a parlé de la réforme, on a parlé également de factures entrantes et de factures sortantes. Donc, je vais essayer de faire un résumé de cette partie-là, mais très rapidement, puisque l'essentiel du sujet qui est après, ça va être de la démonstration, de la présentation de fonctionnalités en lien avec nos partenaires techno. Et donc, vous voyez en fait ici sur la gauche de l'écran un certain nombre d'exemples de choses qu'on peut dès à présent faire. Et on vous parlera dans la conclusion également d'éléments qu'on a dans la roadmap à venir sur 2024, des sujets sur lesquels on travaille. Comme toujours, via l'outil GoToWebinar, vous pouvez poser des questions au travers de l'outil qui s'appelle d'ailleurs Questions dans GoToWebinar. Il vous suffit pour cela d'aller dedans et d'envoyer votre message. Et puis moi, là, de temps en temps, j'irai regarder, notamment quand Benjamin parlera, voir s'il y a des questions et puis vous répondre, éventuellement les poser à l'oral à Benjamin à un moment donné. Il y aura 2 petits sondages, non, un seul sondage, je crois que c'était à la fin du premier sujet. Mais l'idée aussi, c'est de discuter un petit peu de votre usage des modules finance de notre ERP. Alors, sans plus attendre l'introduction, déjà, premièrement, c'est un rappel. Je le fais à chaque fois. Vous avez sur Internet un portail qui s'appelle doc.divalto.com, qui est notre portail d'information sur nos produits, donc ERP et CRM, dans lequel vous allez retrouver énormément d'informations, notamment tout le fonctionnel que va présenter Benjamin est déjà documenté dans nos guides utilisateurs. Il y a même certains écrans un peu plus techniques sur les éléments de paramétrage. Les notes de version, je vous ai mis la petite capture en bas. Chacune des versions qu'on sort, mais également les hotfix, les service packs sont documentés et vous avez à l'intérieur les explications de ce qui s'y trouve. Et également, je vous ai mis une capture sur la droite qui est importante. Donc, sur le même portail, dans une autre partie,
toujours autour des notes de version, il y a une partie qui s'appelle donc date de fin de maintenance. C'est extrêmement important que vous ayez regardé là-dedans par rapport à la version qui est installée chez vous pour savoir si votre version est encore sous maintenance ou elle risque d'arriver en fin de maintenance dans les prochains temps. Vous avez un tableau comme ça qui est chronologique, qui vous indique pour chacune des versions sorties si à quelle date elle sera plus sous maintenance. Je continue. Également, je vous ai mis le lien, je vous le renverrai dans le chat, des replays des webinaires. Donc, je vous ai parlé notamment des webinaires finance qu'on a fait tout à l'heure, en début d'année, sur la dématérialisation. Je vous enverrai le lien pour retrouver tout ça. Elles sont maintenant publiques. Il vous suffit de vous abonner sur la chaîne YouTube de Divalto et vous recevrez des notifications lorsqu'on republie en fait ces enregistrements. Alors, au niveau, quand on parle de partenaires Divalto, il y en a énormément en fait. C'est ce qu'on appelle des solutions compagnons. Bien évidemment, Divalto éditeur se concentre sur son cœur de métier qui est le fonctionnel ERP CRM sur les différents marchés qu'on adresse, à la fois le négoce B2B, l'industrie et également ce qu'on appelle field service, donc le service terrain. Mais on a aussi un noyau très très fort qu'on va dire généraliste, dans lequel on va retrouver des modules fonctionnels de gestion commerciale, achat-vente, de la finance bien évidemment, et puis un tas de fonctionnalités nécessaires à l'entreprise pour qu'elle tourne, non pas uniquement des modules ultra métiers comme on pourrait retrouver dans l'industrie ou dans la partie field service. Donc c'est un peu représenté ici sur tous ces logos-là. Peut-être que vous en reconnaissez quelques-uns, peut-être que vous êtes utilisateur de certains. J'ai refait en fait ce schéma-là avec Benjamin et Vincent Laurin en mettant ici que ceux qui concernent grosso modo l'order to cash, on va dire au sens très large. Avec des modules qui vont tourner autour de la donnée. Donc ça, c'est des partenaires qui nous fournissent de l'information sur des entreprises, et notamment des informations importantes comme la solvabilité de ces entreprises-là, des choses autour de la dématérialisation, du e-paiement, les transactions bancaires, bien sûr tout ce qui va être collaboration, puisque sur un dossier, s'il y a un non-paiement, souvent il va falloir aller dialoguer avec d'autres collaborateurs dans l'entreprise. Et enfin, en toute bout de chaîne ou en tout début, peu importe, tout ce qui va être analyse, et là j'ai mis du Power BI. Donc la dernière partie, nous on fera un webinaire dédié à tout ce qui est BI dans les prochains temps. Je pense que ça sera plutôt en début d'année prochaine. Et on va se concentrer plutôt sur le volet gauche et milieu avec Benjamin aujourd'hui. Alors, j'avais un premier sondage qui est celui-ci. Donc, je vais lancer le sondage. Vous allez voir quelque chose apparaître à l'écran. Un petit formulaire, normalement, qui apparaît à l'écran et qui vous demande: avez-vous déjà un partenaire pour la dématérialisation des factures? Et dedans, en fait, il y a plusieurs sujets. Soit la signature et l'envoi de factures sortantes, c'est les factures que vous émettez à vos clients. Le traitement des factures fournisseurs. Oui, pour le sortant et l'entrant. Donc, si vous faites les deux déjà, pas encore, ou si c'est à la suite. Voilà. Donc, je avais déjà fait le sondage la dernière fois, mais c'est juste pour voir si on a à peu près les mêmes résultats. Sur le webinaire, la dernière fois, j'avais quand même grosso modo une grande majorité qui était dans le pas encore ou dans le non. Bon, vous inquiétez pas, c'est le cas pour l'ensemble. Je dirais des PME françaises, ça va surtout à des PME ou des ETI chez Divalto. Mais c'est le moment de commencer à vous y intéresser et notamment aussi de ne pas vous précipiter dans des choix de solutions. Donc, je vais arrêter les sondages puisque je vois 80% ont répondu. Donc, je vais fermer ce sondage-là et je vais vous indiquer. Alors, je peux partager le résultat, je crois qu'il va s'afficher à l'écran. Et vous voyez en fait les réponses. Donc on a 21% qui disent oui sur l'envoi et seulement 10% qui traitent le sortant et l'entrant. D'accord. Donc là vous pouvez vous situer par rapport à vos autres entreprises. C'est toujours intéressant de le faire. Ensuite, donc on va repartager l'écran. Hop. Là, c'est pas encore. Juste vérifier comment je refais. Sondage. Je le masque et normalement, je crois que vous revoyez mon écran. Voilà.
Donc, je continue. Signature et facture électronique. Alors, il me semblait important quand même de revenir sur deux concepts, parce qu'on va un peu en parler. Sur la signature électronique, de quoi on parle globalement. Et là, je l'ai fait ultra simple. Je vous ai distingué dans la signature électronique deux sujets. Alors, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a différents niveaux de signature, mais en fait, on peut distinguer deux types de signatures qui vont avoir deux usages un peu différents. Ce qu'on appelle le cachet électronique qui concerne globalement l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez vouloir signer des documents pour valider l'authenticité, l'intégrité du document. Grosso modo, c'est quelque chose qui est souvent automatique, qu'on va retrouver, par exemple, quand vous avez de la paye, pour aller quelque part, signer les fiches de paye et assurer qu'elles n'ont pas été modifiées et qu'elles sont conformes, qu'elles ont été mises à la bonne date, etc. et qu'elles n'ont pas été modifiées. Mais on peut le voir aussi sur des factures, quand vous allez envoyer des factures à vos clients, faire de la signature. Donc ça, ce sont des actions automatisées qui peuvent être manuelles, mais qui sont en général automatisées et qui sont reconnues dans toute l'Union européenne si vous répondez, enfin en tout cas le fournisseur répond à la définition de l'article qui est mentionné dans le volet de gauche de mon tableau en haut. Après, quand on va parler de signature électronique, là on va être plus sur identifier des personnes physiques. La première, c'était l'entreprise qui émet. La seconde, ça va être des personnes physiques. J'aurais pu même d'ailleurs mettre un S. Et ça va nous permettre d'aller dans un cran supplémentaire puisqu'on va avoir une autre notion qui est l'approbation du contenu du document. Et bien sûr, vous pouvez juste faire un cachet électronique sur un devis pour envoyer le devis à un client et que lui s'assure que le devis n'a pas été modifié, qu'il est conforme, etc. Par contre, quand vous voulez rentrer dans un processus et envoyer un document pour que votre client le signe et vous le renvoie et que dedans, à l'intérieur du document signé, on ait toute la validité comme quoi c'est le bon document qui n'a pas été modifié et que telle ou telle personne l'ont approuvé, on rentre dans le cadre de la signature électronique. Et ça, nous, on va le retrouver très souvent autour de j'envoie un devis, je le transforme en commande ou je contractualise quelque chose avec un client ou un fournisseur. Voilà. Donc, c'est juste pour distinguer les deux modes. On parle de cachet ou de signature électronique. Mais après, sur la facture électronique, de quoi parle-t-on? Donc là, quand on parle de facture électronique aujourd'hui, on parle essentiellement de la réforme en France, donc sur les lois finances. Et en fait, je vous ai ultra simplifié le sujet parce que je ne veux pas revenir dedans. On a déjà fait 2-3 webinaires dédiés au sujet. Mais grosso modo, la grosse raison d'être de cette réforme, c'est de la lutte contre la fraude à la TVA. Elle va comporter deux volets extrêmement importants parce que souvent on va dire facture électronique veut dire on rajoute de la signature électronique à la facture alors que c'est pas juste ça. C'est qu'on va transmettre tout ça également à la DGFiP à travers un certain nombre d'outils et notamment des nouveaux acteurs qui s'appellent les PDP. Mais également, il y a un autre sujet que je vous ai mis juste en dessous, c'est le e-reporting. Le e-reporting, c'est une obligation de transmettre également à la DGFiP le traitement de ces factures et la vie de ces factures, c'est-à-dire à quel moment elles en sont, elles ont été émises, est-ce qu'elles ont été reçues, est-ce qu'elles ont été payées, pas payées, refusées, etc. Donc tout ça va devoir être également traité dans le cadre de cette réforme-là. Et puis il y a tout un tas d'autres choses. Donc vous voyez qu'ici vous avez une obligation d'émission des factures électroniques et une obligation de réception des factures électroniques pour peu qu'elles soient adressées à des entreprises françaises pour le coup. Faut savoir que c'est pas un truc franco-français juste pour nous. Il y a d'autres pays qui sont en avance. L'Italie travaille dessus. Enfin, quasiment tous les pays européens travaillent sur ces sujets-là. Et puis il y a un certain nombre de choses qui ont été validées au niveau de l'Europe. Essayer d'harmoniser tout ça. Et puis je vous ai mis sur la partie droite, si vous n'en êtes pas convaincu, en tout cas c'est une obligation, mais il y a des gains à aller vers ça. Alors bien sûr, on peut parler de l'économie du papier, du timbre, etc. Mais également, vu que tout va être électronique, vous allez faciliter l'archivage, aussi bien de vos factures, mais des factures que vous recevez. On va simplifier aussi le métier du comptable sur un certain nombre de process, notamment l'émission, le suivi de tout ça, automatiser dans l'ERP la vie en fait des factures. On va faciliter également la déclaration de TVA. Je vous rappelais quand même que initialement c'est de la lutte contre la fraude à la TVA. On va également, grâce à cette informatisation, permettre de raccourcir les délais de paiement, faciliter les traitements des litiges, puisque ça sera des nouveaux outils où on va pouvoir discuter et puis
les entreprises en face ne pourront plus prétexter qu'ils n'ont pas reçu les éléments de facture. On renforce la piste d'audit fiable, grosso modo, puisqu'on va avoir un lien complet jusqu'à maintenant, à quel moment ils ont reçu le document, à quel moment ils l'ont payé. Puis après, pouvoir recontrôler, on verra tout à l'heure avec Benjamin, dans les outils, est-ce que l'argent est venu sur nos comptes. Et puis, ça peut être aussi quelque chose qui va permettre de gagner en transparence et en image. Ça, c'est difficilement quantifiable, mais pourquoi pas arriver à des notes, c'est un bon payeur, etc., etc. Ça sera encore plus facile d'obtenir des informations, pas de solvabilité, mais de régularité de paiement, par exemple, et d'être capable de dire, bah tiens, maintenant, à des fournisseurs, regardez les notes que j'ai, ou je ne sais quoi. Enfin, on peut imaginer des nouveaux services qui vont arriver par après. Donc tout ça, j'en parle pas beaucoup plus. Je vous ai mis le lien YouTube, je vous le partagerai encore, où on s'est appesanti là-dessus. On avait fait intervenir deux partenaires, notamment Use et Dokun. Alors là, je vois que j'ai un petit pépin sur ma capture, mais je vais revenir tout à l'heure. J'avais une première capture juste en dessous qui était le report. Je vais juste corriger, c'est ce qu'on voit en dessous. Hein. Il y a eu un report le 28 juillet. Mais alors, hop, news toute fraîche. Puisque vous l'avez entendu, ils sont en pleine validation des lois finances pour 2024. Vous avez peut-être entendu parler du 49.3, etc., qui est en train d'être mis en place pour faire passer ça un petit peu également un peu en force. Et ben sachez qu'il y a un amendement, donc là c'est tout frais, vous voyez que c'est 17 octobre 2023, là nous on l'a reçu, on l'a récupéré ce matin. Cet amendement vient de fixer les nouvelles dates du planning de la réforme. Donc il y a encore 2 jours, on ne savait pas quand est-ce que ça allait venir. Ben là maintenant, vous voyez qu'en fait, la réforme, elle s'est décalée. Déjà, il y avait 3 étapes avant. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Enfin, 2 phases, on va dire. Il y avait 3 phases avant. Donc, plus que 2 phases. Une première phase qui va concerner tout le monde au 1er septembre 2026 pour l'obligation de réception. D'accord ? 1er septembre 2026, obligation de réception. Et les grandes entreprises et ETI en émission. Et ensuite, une deuxième date, 1 an après, qui va concerner tout le monde en émission. D'accord ? Petite, moyenne entreprise, micro-entreprise, etc. Enfin, les TPE, voilà. Tout le monde sera concerné dans la phase 2. Donc voilà, c'est les dates. Alors si la loi est votée telle que avec cet amendement, c'est les nouvelles dates de notre roadmap. Et donc du coup, je vous ai réactualisé un petit peu la roadmap de Divalto. Là, c'est tout frais aussi, on l'a revu avec nos équipes ce matin. Donc là, on est en 2023, on s'approche de plus en plus de la date de livraison de la 10-11 qui va sortir fin novembre. On est en train de finaliser tous les travaux autour du traitement de FactureX. On a commencé à modéliser tout ce qui va être le e-reporting, dont je vous parlais tout à l'heure, le cycle de vie de ces factures. Ça sera pas encore dans la 10-11. On va y travailler là dans les prochains temps. On va livrer ça en cours d'année 2024 et en 2025, on va faire des pilotes. Alors là où nous, on avait mis des pilotes sur le second semestre 2024, on l'a déjà décalé, on a fait les pilotes en 2025 parce qu'on sait déjà qu'il y a cette annonce-là va décaler un certain nombre de choses. On va peut-être avoir des difficultés à trouver des clients, des fournisseurs, etc. pour faire un pilote global, puisque ce qu'ils appellent un pilote à DGFiP, c'est un ensemble d'entreprises, PDP, éditeurs, clients, fournisseurs qui jouent le jeu de faire un pilote complet. Donc voilà, tout ça va se passer en 2025, on vous en reparlera. Peut-être que j'ai pas remis un jour le truc qui est en dessous. Ouais, si, c'est grosso modo, c'est ce qu'on avait mis là, donc S1 2025. Donc on démarre ici notre pilote. Et je vous ai remis les dates là ici sur la droite de septembre 2026 et septembre 2027. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas s'il y a eu des questions pour le coup. Je crois que j'en ai pas vu passer. Hop. Et on va passer à un autre volet qui va être celui de Benjamin. Alors, je vais passer juste 2-3 slides et on fera les démonstrations toutes regroupées, je pense. Oui, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Tu les commentes et puis après, toutes les démonstrations, on va les faire d'affilée. Ça évite de jongler dans les écrans. Donc voilà, je te laisse la parole, Benjamin. Oui, donc effectivement, alors pour un bref rappel, comme évoqué Christian précédemment, la notion d'order to cash, c'est effectivement tout un processus qui va de la commande jusqu'au règlement, qui permet en fait le suivi d'un flux, j'ai envie de dire, généralement
un flux de vente en particulier, avec l'idée derrière, c'est de récupérer en fait et d'optimiser la créance pour pouvoir gérer sa trésorerie au plus fin. Et donc, ce que on va voir ensemble là, au travers des différentes fonctionnalités, eh bien, c'est essentiellement tous les aspects d'optimisation, de sécurisation aussi des flux de financement et des flux de trésorerie pour pouvoir récupérer justement les créances, mais aussi assurer les règlements auprès de vos fournisseurs. Donc en préambule de cette petite liste, on va avoir effectivement une petite démo que je vous montrerai dans quelques instants sur la facture avec paiement électronique, qui va consister à générer un QR code de règlement sur la facture que va recevoir votre client, ce qui lui permettra de procéder à un paiement, donc soit par carte, soit par virement. On verra ça dans le détail. Et également la demande de e-paiement qui consiste à transmettre soit par mail, soit par SMS un lien de paiement, donc également, que ce soit dans le cadre d'une carte bancaire ou d'un virement bancaire. Donc le deuxième sujet, donc celui-ci dont je ferai pas la démo, donc je vais vous le commenter, c'est l'envoi de SMS. Alors il est effectivement un peu plus compliqué à vous démontrer ici dans le cadre d'un webinaire. Donc l'envoi de SMS qui vous permet en fait via des actions de déclencher du SMSing. Donc c'est des messages génériques que vous pouvez communiquer au travers d'actions très particulières. Donc on va retrouver ça. Alors ça existait déjà depuis quelque temps sur la partie gestion commerciale, avec notamment la création d'un client, une demande d'un prospect, une demande d'achat, voilà, ce type de flux. Aujourd'hui, cette fonctionnalité, elle est disponible sur la partie recouvrement, à savoir que dans le cadre d'un traitement de relance, vous allez pouvoir effectivement générer, à partir d'un certain nombre de jours dépassés par rapport à l'échéance de votre facture, la transmission d'un SMS à votre tiers, en l'occurrence le contact du tiers qui sera ciblé, pour pouvoir lui rappeler le règlement d'une facture, en sachant que ça peut être aussi en anticipation. Donc l'exemple qu'on a mis ici, ça peut être effectivement un rappel par rapport à un retard qui a été constaté, mais ça pourrait être très bien être effectivement un message qui permet de prévenir, par exemple si vous êtes dans le cadre d'un prélèvement, le règlement d'une facture qui va faire l'objet d'un règlement dans les prochains jours. Donc on va être effectivement sur cet aspect communication et donc contact direct avec le client destinataire de la demande de règlement. En sujet complémentaire, donc comme j'en parlais brièvement, on parle de sécurisation et notamment la sécurisation des IBAN, puisqu'ici pour lutter un petit peu aussi contre la fraude, on a mis en place par le biais de notre partenaire IBAN Secure la possibilité de faire valider en fait l'IBAN lors de sa création sur la fiche client, avec deux cas de figure. Le cas de la personne morale qui va permettre en fait sur effectivement le contrôle sirène ou le contrôle SIRET de s'assurer que l'IBAN correspond bien à l'entité juridique sur laquelle vous enregistrez l'information, avec, vous voyez donc à l'écran, la possibilité de faire une demande de validation à IBAN Secure et derrière le retour qui vous donne le résultat, le OK ou le KO. Et en fonction du résultat attendu, si on est sur un KO, la transmission automatique d'un message à un utilisateur interne qui va venir l'alerter, on le voit sur la partie de droite, de la non-conformité de l'IBAN qui a été renseigné, avec effectivement notamment le tiers renseigné et l'IBAN de la banque qui est en erreur. Voilà, on retrouve la même chose côté particulier, donc ça c'est la capture du bas, où forcément le contrôle sirène-SIRET ne fera pas sens. Donc là on va être davantage sur un contrôle non date de naissance. Et de la même manière, vous pouvez faire cette demande de validation qui va vous générer, donc en cas d'erreur, la transmission d'un mail à votre destinataire interne pour pouvoir derrière corriger l'élément de saisie et assurer donc le traitement de vos décaissements fournisseurs à votre tiers et non pas effectivement une éventuelle fraude.
Voilà, et donc sur les derniers sujets que j'aimerais adresser, et ensuite on passera aux démos, on a la partie indicateur de santé financière, donc on va être effectivement sur une notion qui s'approche peu ou prou du scoring, hein. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place sur la CRM, dans notre outil Weavy. On travaille avec 2 partenaires sur ce sujet-là, avec Credit Safe et Infolégal. Donc vous avez la première capture qui correspond en fait à ce qui existe déjà aujourd'hui sur Weavy, hein, quand vous allez sur la CRM, consulter un tiers, vous avez l'information sur la note de solvabilité qui est disponible. Et donc là sur la 10.11 qui va sortir en fin d'année, au niveau de l'ERP, on a fait également le lien pour que vous puissiez disposer aussi de cette fonctionnalité avec effectivement de la même manière sur la fiche tiers la possibilité de disposer de cette note avec une gestion des dates qui pourra, j'ai envie de dire, vous rajouter de la confiance quant aux relations que vous avez avec votre tiers. Voilà, et donc avant de passer aux démos et j'irai plus en détail, la dernière partie donc sur le nouvel encours client et toute la partie recouvrement, on va observer un petit peu tout ce qui a été fait notamment depuis, on va dire, 18 mois, sur ces 2 sujets-là. On avait déjà fait un webinaire dédié sur le recouvrement, notamment sur le côté vraiment fonctionnel. J'avais noté ça, c'était en mars 2022. Ici, on va s'attacher un peu plus sur le côté suivi, le côté analytique également, pour avoir des états un peu macro, mais également aussi disposer de statistiques qui vont permettre de ressentir un petit peu le recouvrement dans sa globalité. Voilà, je t'ai envoyé très bon partage. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous avez tout? Je vais juste... Et ça... Voilà. Donc, en termes de démo, je vais commencer par la facture avec le paiement électronique. Donc ici, on va être sur un environnement 10-10. Alors pour rappel, hein, j'ai rajouté des petits widgets qui permettent là aussi de faire du suivi, que ce soit notamment en délai de paiement client, mais également suivi des ventes par rapport aux règlements effectués et aux règlements attendus. Ça permet de constater les éventuels écarts temporels, on va dire, entre les différentes opérations. Et donc, concernant toute notre partie facturation, on va retrouver, alors dans le schéma classique de la gestion commerciale, au niveau de la saisie de facture, la possibilité, donc comme je vous le disais, ici donc sur une facture que j'ai préparée pour gagner un peu de temps parce que c'est vrai qu'on est un peu time-boxé, ici donc une facture dans laquelle vous allez, au travers du menu outils, pouvoir disposer donc dans le sous-menu dématérialisation de certaines fonctionnalités, à savoir donc la demande de ICB, la demande de e-virement et bien sûr le suivi qui va vous permettre de récupérer l'information. J'ai l'impression que quand tu cliques, des fois ça me fait des choses. Ah, ouais, pardon. Voilà. Donc pour revenir sur notre facturation avec e-paiement, bon, on va retrouver ici donc la fonctionnalité ICB e-virement qui en fait va être liée à l'impression en fait de la facture. C'est-à-dire que lorsque vous avez une facture qui dispose, c'est ma souris, c'est très étrange, il m'a jamais fait ça. Bon, c'est pas grave. Si vous avez une facture donc qui dispose de cette fonctionnalité, lorsque vous allez l'imprimer, vous allez avoir ici la possibilité donc dans son impression de générer en fait directement un QR code, ce qui va vous permettre en fait de communiquer tout de suite à votre client le moyen de régler immédiatement. Et ce QR code, il va, en fonction de votre paramétrage, pouvoir envoyer un lien de paiement par carte bancaire ou un lien de paiement par virement. Donc ces 2 parties-là, je vais vous les montrer de manière très concrète, mais disons que cette automatisation-là, elle va permettre en fait, sans que vous ayez absolument rien à faire, parce que ce n'est que du paramétrage, et bien de communiquer le document en l'état à votre client pour qu'il puisse là aussi essayer de payer, j'ai envie de dire, au plus tôt. Alors j'ai une petite question. Oui. Comment pouvons-nous gérer les règlements au niveau du bon de commande?
Alors les règlements au niveau du bon de commande, donc ce que moi j'en déduis toute la partie à compte. Vous avez deux possibilités. Alors une possibilité qui est entre guillemets historique, c'est la possibilité de générer par un mode de règlement particulier. Alors, je vais pas rentrer dans le détail parce que là c'est peut-être un peu trop, on va peut-être être dans de la formation, mais vous avez des modes de règlement particuliers qui vous permettent de générer des demandes d'acompte dans le module règlement, avec derrière la possibilité de faire du suivi directement dans ce module-là. Et donc très récemment, je crois que c'était en 19 l'année dernière, a été mise en œuvre toute la partie facture d'acompte, c'est-à-dire la possibilité de générer vraiment un document officiel de demande d'acompte qui derrière en fait va avoir vraiment un cycle de vie très particulier. Il va être vraiment dédié comme une pièce finalement de la gestion commerciale et que vous allez pouvoir rattacher derrière à votre facture définitive, notamment pour faire le calcul automatique du solde, conditionner éventuellement le bon de livraison à ce règlement de la facture d'acompte et ainsi de suite. Donc vous avez vraiment toute une mécanique qui a été mise en œuvre dans cette fonctionnalité de la version 10.9 pour proposer justement aussi le règlement anticipé à la facture. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Voilà, donc si je reviens à ma facture, au-delà du QR code qui se génère donc dans l'édition de celle-ci, on va retrouver, donc comme je le disais, au niveau de mes fonctionnalités, la possibilité de faire une demande ICB ou e-virement. Et on est ici sur des possibilités, j'ai envie de dire, très ponctuelles. Ça peut être quelque chose que lors d'un échange téléphonique avec votre client ou alors lorsque vous faites un contrôle facture, par exemple. Je vais faire une démonstration ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il me fait ça continuellement. C'est pas grave, je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc, en l'occurrence, ici, une demande de ICB, c'est-à-dire que je vais envoyer à mon contact qui est flagué, si j'ai envie de dire, comme étant le payeur de mon tiers, une demande. Alors, vous voyez que le montant se met automatiquement au niveau de la facture, mais ça peut être également un montant partiel. En l'occurrence, vous pouvez tout à fait demander le versement de 1 000 euros sur cette pièce-là. Ici, donc, je peux rajouter une petite description, demande, paiement, CB. Et à validation, en fait, notre partenaire, donc en l'occurrence, on a trois offres, entre guillemets, c'est PayPlug, Payzen et Molly, va constituer en fait un mail et un lien de paiement pour que le tiers puisse disposer en fait de cette mécanique et faire son lien immédiatement. Voilà, donc ça se matérialise de la façon suivante. On va retrouver ici donc le lien que votre client final réceptionne. Donc vous avez en l'occurrence les éléments d'information. Et donc le lien qui se trouve ici, accéder au paiement sécurisé, qui lui permet de rebondir sur cette interface-là, de renseigner les éléments de sa carte bancaire. Voilà, 10, 23. Donc, évidemment, c'est une carte factice. 42. Je vais le refaire. Ah oui, j'avais oublié 2 chiffres. Voilà. Donc là, j'ai simulé effectivement en test mon règlement. Et ce qui va être intéressant, c'est que si je reviens dans le produit, c'est en direct. C'est-à-dire que vous voyez que tout de suite, le paiement a été constaté comme réalisé au niveau de ma facture. Évidemment, dans la réalité, il y aura un laps de temps. Votre tiers, il va pas forcément vous payer tout de suite là dans la seconde. Il pourra peut-être payer le soir, le lendemain. Mais on va avoir en fait toute une mécanique de suivi qui se trouve ici donc, dans les consultations et qui vont vous permettre de voir, par exemple, donc, quels sont sur cette pièce-là les paiements qui sont en attente, ceux qui sont réglés. Donc, on retrouve ici en l'occurrence les 1 000 euros de ce jour. Vous allez retrouver également ceux qui sont annulés, si jamais vous avez fait une erreur ou si votre client refuse de régler par ce biais-là. Voilà, donc cette petite console va vous permettre là aussi d'avoir un petit peu un suivi des paiements effectués. Et donc, à partir du moment où votre client a fait son paiement, eh bien, notre partenaire va générer 2 mails. Un premier mail qui est pour vous en tant qu'utilisateur, qui vient en fait vous avertir que vous avez reçu un paiement de 1 000 euros. C'est-à-dire que vous n'allez pas effectivement suivre la petite console que je vous ai montrée au jour le jour en fonction des différentes factures. Là, vous avez un mail qui vous permet d'avoir l'information, j'ai envie de dire, en externe. Donc ça, c'est un premier point qui va vous être effectivement intéressant. Et votre tiers, qui a procédé au règlement, va lui recevoir un reçu
de paiement par rapport à l'opération qu'il vient d'effectuer, donc via sa carte bancaire. Voilà, donc cette mécanique-là, elle existe au travers de nos 3 solutions partenaires, et on l'a complétée d'une fonctionnalité donc pour le e-virement, c'est-à-dire que le tiers peut ne pas vouloir payer par carte, notamment effectivement dans le cas des entreprises, dans le B2C, du B2B. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que vous pouvez également donc cumuler, c'est-à-dire générer des demandes de e-virement complémentaires. En l'occurrence ici, je vais demander 500 € supplémentaires de paiement, dont je souhaite le règlement sur ma banque BNP. Donc là aussi, vous pouvez mettre une banque par défaut si vous voulez privilégier l'encaissement d'un de vos établissements bancaires, mais vous pouvez tout à fait piloter en fait la banque sur laquelle vous souhaitez être payé. Ici, donc toujours le petit descriptif qui permet de mieux suivre les opérations. Ici, demande de e-virement. Voilà. Et donc, ça marche exactement de la même manière. Vous validez, vous voyez que c'est exactement la même console. Vous êtes en attente de paiement. Petite précision, je l'ai brièvement évoqué. Vous voyez ici que donc je fais une notification par mail, mais vous pourriez très bien compléter ou choisir l'autre solution, c'est-à-dire notifier par téléphone, via SMS. C'est exactement la même mécanique. Le client reçoit donc sur son mobile un lien de paiement, donc carte bancaire et virement des 2 façons. Voilà, donc ici, si je reviens sur ma messagerie, je vais avoir donc un message. Ici, c'est un message que j'ai confectionné moi-même, donc il est peut-être un peu basique. En l'occurrence, il est tout à fait paramétrable, bien évidemment. Vous allez retrouver donc ce lien de paiement qui va être un petit peu différent ici, puisque on va être donc avec notre partenaire Bridge, avec qui on travaille énormément là depuis 1 an et demi maintenant, et j'y reviendrai lorsqu'on évoquera la roadmap. Voilà, donc c'est toute une interface qui permet donc au client de définir la banque avec laquelle lui il veut payer s'il a plusieurs comptes bancaires. En l'occurrence ici, je veux payer avec mon compte Caisse d'épargne Île-de-France. Et donc, à la fin, on retrouve exactement la même mécanique, c'est-à-dire que là, on communique avec la banque finale, et donc le client final va renseigner ses identifiants bancaires avec son mot de passe, ce qui va valider le paiement. C'est exactement comme sur vos applications mobiles, ça marche de la même façon. Alors ici, je ne vais pas pouvoir aller au bout parce que ce sont des identifiants réels, personnels. J'aimerais autant éviter de les communiquer comme ça à tout le monde. Mais le principe se trouve de la même façon, avec derrière un mail de confirmation du règlement et un reçu côté client final, qui aura fait son paiement à titre d'archivage, par exemple. Voilà, donc sur la partie facture, c'est un petit peu cette mécanique qu'on va retrouver. Alors, je le précisais, vous voyez, vous pouvez toujours annuler la demande si vous avez fait une erreur, qui vous permet ici de constater l'annulation et donc d'avoir une attente de règlement qui sera proportionnée par rapport à ce qui reste à payer, en fait. J'ai plein de petites questions, ça va permettre de souffler un peu. Tiens, je vais commencer par la toute dernière demande de prélèvement SEPA. Alors, la demande de prélèvement SEPA, on a une mécanique qui existe avec notamment la génération du rhume. Par contre, j'ai pas tout le détail parce que là, c'est plus la partie commerciale que gérée en finance. Donc, je pourrais pas aller dans le détail, mais de mémoire, on a une mécanique qui fait ça, avec encore une fois la constitution du rhume qui permet d'enregistrer les infos et derrière de lancer côté module règlement les informations qui vont bien. Tout à l'heure, il y avait une question. Si on veut le faire avant la facturation, donc là, la solution, ça serait quoi? De générer la facture d'acompte. Si on veut le faire au moment du devis ou de la commande, c'est exactement on va encaisser un montant, on va générer cette facture d'acompte, et là, on pourra quand même inclure un QR code et valider en fait la commande si on reçoit. Effectivement, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Quand on parle de facturation ici, on ne parle pas forcément de facture finale. C'est vraiment la pièce de facturation. Mais en l'occurrence, pour la facture d'acompte, on est sur ce type de pièce-là. Donc, on pourra aussi générer le QR code sur la facture. Et directement sur la commande, ça se fait? Alors, sur la commande, non. Non, c'est vraiment la facture d'acompte qui fait l'objet de demande de paiement. Donc ça, effectivement, on pourra revenir dessus. Là, c'était pas l'objet, mais c'est vrai qu'on avait, lorsqu'on avait fait le Tour de France, on avait présenté tout ce module-là de facture d'acompte et de gestion des acomptes, grosso modo, qui avait été ajouté.
Ensuite, il y avait une question sur le SMS. Pour être un peu plus clair, on m'a demandé s'il fallait un outil pour l'envoi des SMS. En fait, non, c'est pas un outil, c'est un service. Le SMS qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est un de nos fournisseurs qui est Docum qui le partage, ex-Odyssey Messaging. Et donc, pour le coup, soit vous avez un abonnement chez eux, ce qui vous permet d'émettre des SMS, soit vous pouvez prendre un abonnement chez nous, ça c'est plus récent. C'est notamment vrai dans nos offres SaaS. Vous avez la capacité d'aller prendre un abonnement pour quelques dizaines d'euros par mois, où là, quelque part, ça va être plug and play, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est déjà disponible dans le CRM et qui sort dans l'ERP normalement là avant fin d'année. Vous pourrez émettre ces SMS-là à partir de notre propre abonnement que nous fournissons. Néanmoins, ce qui a été montré là sur le SMS, il faudrait que je regarde dans les notes de version à quel moment c'est sorti, mais ça fait déjà plus d'un an qu'on peut envoyer des SMS via Docum tel que ça a été présenté. Et il me semble qu'il y avait une question aussi qui était intéressante. Alors, il y en a plein qui étaient intéressantes. J'ai été bombardé à un moment donné. Je reviendrai dedans. Mais à chaque fois que vous posez la question en quelle version c'est, etc., on ne l'a pas sous les yeux, mais l'idéal, c'est d'aller dans le portail, là où je vous ai montré la chose. Et donc, sur l'histoire du QR code, est-ce que tu sais si c'était la 10.10 ou c'était avant Oui, tout à fait. Ça a été fait en 10.9 même. 10.9. La 19, tout à fait. D'accord. Et il y avait une question sur les règlements de savoir si, du coup, il y avait une écriture qui se faisait automatiquement ou pas. À partir du moment où on a... Non, effectivement, on n'a pas fait ce choix-là parce que en consultant en fait un certain nombre de clients, on s'est aperçu que le règlement pouvait prendre un peu de temps en fonction des banques. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'une demande de ICB ou d'une demande de e-virement, des banques pouvaient constater le règlement effectif le lendemain ou le surlendemain. Et en fonction de la variabilité, c'était très compliqué d'anticiper le moment où ça allait atterrir sur le relevé bancaire. Donc, on a fait le choix, effectivement, de procéder à la constatation du règlement d'un point de vue comptable, en générant l'écriture, qu'à partir du moment où ça apparaît sur le relevé bancaire, et donc sans automatisation de cette partie de demande de paiement. Et je te pose une dernière question, puis après on enchaîne sur la suite. Est-ce qu'il y a un tableau de bord de toutes les demandes à un moment donné qui ont été faites de paiement? Alors, je réfléchis, je prends juste 2 secondes. On a la même chose côté recouvrement et je vais le montrer. J'ai juste un doute. Est-ce que c'est par client pièce? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'on l'a partout sur la partie recouvrement. Mais on va le voir. Donc, je pourrais y répondre vraiment là dans quelques secondes. Allez hop, une petite dernière. Est-ce que l'e-paiement, ça peut être sur plusieurs factures? Pas juste une. Alors, ça va pouvoir l'être dans le cadre du recouvrement. C'est ça. Exactement. D'accord. Très bien. Donc, du coup, on va enchaîner. Très bien. Alors, donc effectivement, on avait vu ce premier sujet sur la partie facturation, donc pour faciliter, encore une fois, le règlement à destination du client final. Mais une fois la facture émise, on va avoir le côté un peu suivi. Et sur cette partie-là, j'aimerais vous montrer les travaux qui ont été faits récemment, notamment en début d'année dernière, sur le nouvel en cours. C'est-à-dire donc l'outil qui existait déjà mais qu'on a rafraîchi avec beaucoup plus d'informations mais aussi beaucoup plus d'éléments transverses. C'est-à-dire que historiquement on avait une vue en cours qui était très comptable, un peu technique aussi, et ce qu'on a voulu faire ici c'est donner la possibilité à des profils non comptables de pouvoir lire cet état-là, mais également d'avoir un petit peu d'informations très générales. Donc, je précise ici qu'il s'agit d'une vue qui est, j'ai envie de dire, particulière à la fusion compta-règlement. Donc, pour ceux qui resteront dans l'ancien mode de règlement, vous ne pourrez pas disposer de cet affichage-là. Vous resterez sur les fichages classiques. Et donc, en l'occurrence, ce qui a changé, vous le voyez sur la partie du haut, c'est des informations générales, notamment sur la situation du tiers, pour pouvoir mieux, j'ai envie de dire, ressentir un petit peu son évolution économique, mais aussi sa situation en termes de règlement. Donc toutes les données de chiffre d'affaires, les données de recouvrement, savoir si on est sur un client qui est difficile ou sur un client stratégique ou sur un client qui fait l'objet d'un suivi normal, sans risque particulier. Vous allez retrouver l'agent de recouvrement qui le suit et puis les éléments de règlement tout à fait classiques.
On retrouve sur la partie droite des grandes informations, des grands agrégats par le biais de statistiques, notamment sur le détail de son encours. En l'occurrence, ici, effectivement, un encours qui est de 23 000 euros est composé du coup de une partie échue, essentiellement échue d'ailleurs, vous voyez à 89%, une partie donc non échue et des acomptes pour l'ordre de 3 850 euros. Vous allez retrouver aussi, donc là, c'est pour le tiers en particulier, l'évolution de son DSO, donc le délai moyen de paiement au fil des mois qui avance. L'idée étant de le diminuer. Donc ça, c'est quelque chose qui va être aussi intéressant, puisque ici, vous avez par exemple un chèque à réception, mais ça pourrait être un virement à 30 jours. Si vous observez que votre tiers, il vous paye toujours à 45 jours minimum, voilà, vous pourrez imaginer lui faire un petit rappel sur les conditions de règlement qui ont été émises par rapport à ses opérations. Voilà, donc ça, c'est des informations très générales. On retrouve après d'autres agrégats sur lesquels je vais revenir dans quelques minutes sur le taux de retard, donc 77% de son encours est en retard. On va retrouver quand même le taux de recouvrement, donc 99% ici des factures qui ont été émises ont été réglées, ce qui est quand même intéressant. Et ici le taux d'activation, donc là on va parler en nombre de pièces au niveau de la gestion commerciale. Donc là on est sur l'entête, sur des infos très générales. Ce qui va nous intéresser, ça va être le corps finalement des différentes échéances à payer, puisqu'on va observer, et ça c'est quelque chose qu'on a rajouté, c'est la fusion en fait qui a permis ça, la fusion compta-règlement, d'avoir le détail de toutes les données de recouvrement qui ont été réalisées. Donc ici, sur toutes les échéances qui ont fait l'objet d'une relance, on retrouve la date de relance, quelle a été l'action de relance effectuée, pour, si jamais un commercial part en visite chez son client, va avoir quand même cette information-là pour lui dire attention, là on a quand même des alertes et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est un premier point qu'on a réalisé. Ce qu'on a également rajouté, c'est toutes les alertes qui se trouvent ici et qu'on a dans le module recouvrement, avec des indicateurs très particuliers sur on va appeler des créances risquées. C'est-à-dire par exemple ici une créance qui a fait l'objet d'une promesse de règlement. Donc le client s'est engagé à payer à un certain délai, sauf que le délai est dépassé. Donc attention, là, voilà, est-ce qu'il a rencontré un problème ou est-ce qu'il essaye, j'ai envie de dire, de nous échapper? Voilà, des petits indicateurs comme ça. On va retrouver aussi l'indicateur ici d'échéance en litige. Donc voir si, par exemple, côté recouvrement lors d'un échange téléphonique, de la même manière, le client a estimé ne pas vouloir payer parce qu'il préfère attendre la livraison de l'ensemble des pièces, admettons. Donc on va retrouver aussi cet indicateur-là. Et pour finir, l'indicateur d'impayé. Donc là aussi, pour savoir si on observe qu'un certain nombre de factures commencent à revenir en impayé, voilà, ça doit quand même alerter pour suivre peut-être un peu plus près notre client. Voilà, donc tous ces indicateurs-là ont été rajoutés à titre informatif. Et pour finir sur l'encours, on a également rajouté, vous le voyez en haut, les traitements de mise en litige, puisque finalement la mise en litige, elle ne va pas forcément s'adresser qu'aux financiers, ça peut être aussi à un public, en fait tout public qui est en contact avec le tiers. Donc encore une fois, ça peut être le commercial quand il est en visite, ça peut être un responsable d'exploitation quand il va sur un chantier par exemple. Voilà, c'est n'importe quel acteur qui est en lien avec le tiers devrait pouvoir finalement générer ce litige-là. Et donc on retrouve la même fonctionnalité, c'est-à-dire qu'ici, en fonction de la facture, on va pouvoir rajouter un commentaire, visite client, refus de paiement. Je fais dans la simplicité. Après, vous voyez, c'est du texte, vous pouvez tout à fait le stocker et vous validez. Et à ce moment-là, vous avez l'indicateur qui apparaît pour pouvoir bloquer éventuellement les relances, parce que là aussi, il y a toute une mécanique qui empêche la relance d'être transmise. L'idée étant, si on est en litige, de mettre de l'huile sur le feu avec un courrier qui serait peut-être un peu agressif. Donc le temps que la négociation se fasse, la personne qui a fait le litige ou n'importe quel acteur pourra ensuite lever le litige en disant, ici, je vais mettre négociation, réduction 20%. Voilà, je mets n'importe quoi. Le litige est traité, je valide, et à ce moment-là, voilà, l'indicateur repart et on attend le règlement du tiers.
Voilà, donc ça, c'est cette premier aspect donc sur le suivi en fait du règlement. Et donc, on va arriver en fin de chaîne, c'est-à-dire la partie recouvrement, qui, vous le voyez, donc pour celles et ceux qui l'utilisent notamment sur la 17, une architecture un petit peu différente au niveau du menu parce qu'on a rajouté un certain nombre de fonctionnalités. En l'occurrence, des fonctionnalités sur les interrogations. Et ce qui va être très important ici, c'est le tableau de bord recouvrement, qui est en fait finalement un outil d'observation globale de l'état de mon recouvrement. C'est-à-dire qu'on va retrouver en première partie donc des statistiques sur la représentation de mes échéances, avec notamment, comme je le disais précédemment, tout ce qui est un peu risqué, toutes les échéances qui ont fait l'objet d'une promesse, d'une litige, d'un payé. Vous avez à chaque fois la possibilité d'avoir le détail. Ici, donc vous voyez vos tiers qui ont fait l'objet donc d'échéances avec promesse. Vous pouvez voir que avec le toto, que des fois ça peut représenter des montants importants. Idem pour les litiges. Donc quels sont les clients pour lesquels aujourd'hui on a des factures en litige, et idem ici pour les impayés. Donc là aussi, quand vous voyez qu'un client commence à avoir un certain nombre d'éléments d'impayés qui remontent, vous pouvez dire attention, là il faut peut-être le suivre de manière un peu plus proche. Vous avez donc dans cet écran des éléments après de statistiques pures et dures, j'ai envie de dire. Une balance AG qui se calcule en automatique, donc c'est-à-dire dès que vous lancez ce programme, elle se calcule immédiatement pour que vous ayez toujours un aspect en direct. Vous avez l'évolution de votre DSO globale, donc là on n'est plus tiers par tiers, là on est vraiment sur un écran qui est très macro, j'ai envie de dire, sur l'état de vos encours clients. Et en dessous, les grands agrégats que j'ai un peu évoqués dans la fiche tiers, donc le taux de recouvrement global, le taux d'activation et le taux de retard. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez un petit infobulle qui vous permet d'avoir le détail des calculs. Et enfin, tout en bas, là, on est vraiment sur l'état de votre recouvrement à instant T, c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, il y a plus de 630 000 euros d'échéances qui sont en retard, qui ne sont pas réglées. La plus élevée est de 240 000, donc je pense qu'on va la prioriser en termes de relance. Donc ça constitue 53 échéances pour 30 clients. Alors, sur cet écran, on retrouve également les liens pour accéder finalement aux différentes fonctionnalités, notamment le superviseur de recouvrement. Donc, comme je le disais, on l'avait étudié en détail donc lors du webinaire du 3 mars 2022, avec les différentes fonctionnalités qui existaient. Donc là, vous êtes vraiment dans le côté opérationnel, c'est que vous allez procéder au traitement de vos relances avec les différentes fonctionnalités. Pour rappel, vous voyez ici les demandes de e-paiement et de e-virement. Donc là, je vais faire une opération. Admettons ici, voilà, je prends ces 3 factures qui sont pour l'ordre, ça va faire un beau montant. Donc on est sur à peu près 500 000 euros. Voilà, donc quand vous faites une demande de e-paiement par carte bancaire ou une demande de e-virement, vous voyez qu'ici, il vous totalise l'ensemble des éléments que vous avez sélectionnés. Donc là, vous n'êtes plus limité effectivement au traitement facture par facture. Et donc, ça marche de la même manière. Mail, téléphone, vous validez. Là, j'ai mis, c'est intéressant, j'ai mis effectivement un seuil de règlement à 20 000 euros, parce que effectivement, au-delà, ça peut être quand même un peu risqué. Donc là, je vais peut-être prendre juste un autre cas. Si je descends, je sais que j'ai des éléments ici normalement. Non, j'ai tout traité hier, c'est dommage. Attendez, j'ai regardé ça très rapidement. On va avoir notamment ici peut-être, c'est que des gros montants, c'est dommage. Voilà, là par exemple, très bien, là, il y a plusieurs petits montants. C'est encore une fois pour vous montrer que ce n'est pas limité dans le cadre du recouvrement. Ah oui, mais alors là, j'ai pas de contact. Bon, ok, soit. Je vais pas pouvoir aller au bout de cette démo, mais en l'espèce, ici, vous n'avez absolument pas de limitation en termes de numéro de pièce. Vous prenez l'ensemble de vos factures. Bien sûr, vous pouvez prendre des avoirs aussi. L'essentiel étant que le montant soit positif, sinon faire une demande de paiement n'aurait pas de sens, et qu'il soit inférieur au seuil que vous auriez éventuellement paramétré. Voilà, donc sur les fonctionnalités, je ne vais pas forcément y revenir. Encore une fois, vous pourrez consulter le webinaire de l'époque qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez, donc depuis le tableau de bord, tout de suite rebondir sur le côté opérationnel pour faire vos opérations de relance si vous le souhaitez. Et donc, vous avez également, en complément du superviseur de recouvrement, les nouvelles statistiques qu'on a mises en place.
donc dans la 10.9 de mémoire, avec notamment les statistiques des actions. Donc là, on va être sur l'effort du recouvrement, donc par agent ou par client. Donc par agent, si vous avez effectivement un service de recouvrement avec des agents qui doivent gérer un pool de clients et les suivre au fil de l'eau, ça vous permet de savoir finalement qui va être effectivement agressif, qui va représenter finalement le plus d'éléments d'activité en termes de recouvrement. Ça vous permet aussi peut-être de lisser la charge. Peut-être que vous avez quelqu'un qui a un portefeuille trop important par rapport à son collègue et donc à ce moment-là de lui réaffecter peut-être des clients en particulier. Donc on est vraiment sur le côté effort du recouvrement. Donc par agent, vous avez donc évidemment la vue par client, qui va être aussi intéressante puisque ça vous permet de mettre en avant quels sont les clients qui vous demandent le plus de charges de recouvrement. Donc ici, par un filtre, vous pouvez assez rapidement savoir quels sont les clients qui vous consomment le plus de temps et le plus de traitement de recouvrement, avec à chaque fois le détail par client ici qui se met en bas, que vous pouvez exporter par exemple, et vous avez à chaque fois la répartition par type d'action, qui peut être aussi intéressant si vous voyez que vous avez beaucoup de courriers et peu d'appels téléphoniques. Voilà, vous pouvez dire que vous êtes quand même à un certain stade d'avancement de la relance. Donc ça, c'est la première statistique qu'on a proposée. Et la deuxième statistique, celle-là, elle va être vraiment très intéressante. C'est la statistique des encaissements. Celle-ci, elle va se concentrer davantage sur j'ai envie de dire, la rentabilité du recouvrement, si j'ose dire, puisque là, on va rechercher tous les règlements qui ont été effectués suite à une action de recouvrement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet de savoir si, entre guillemets, vous avez, alors déjà par agent, de la même manière, la possibilité d'observer si en fonction des types de relance, il est peut-être plus ou moins efficace. Par exemple, par téléphone, quelqu'un qui est à l'aise aura peut-être plus de facilité à avoir un règlement que quelqu'un qui est peut-être un peu plus en difficulté. Donc ça, c'est l'aspect, j'ai envie de dire, par agent. Et vous avez l'aspect par client, qui là aussi va vous permettre de savoir, par exemple, ici, on a récupéré donc 25 000 euros chez le client Nebou, la plupart suite à des courriers. Donc on peut penser qu'il attend la dernière minute pour payer, mais après, en fonction des cas de figure, vous allez pouvoir éventuellement estimer s'il y a une action qui est peut-être plus importante, plus rentable que d'autres dans le cadre de votre recouvrement. Et donc, de la même manière, vous allez, pour chaque client ou agent, avoir le détail de ce qui est constitué donc en bas et un export-tableur, si vous voulez, par après, faire des analyses chez vous via Excel sur des macros et ainsi de suite. Voilà, donc je vais un peu vite parce qu'effectivement, on est challengé par le temps. Donc, c'est à peu près finalement tous les aspects que je souhaitais vous montrer. Donc, depuis la facture jusqu'au recouvrement en passant donc, par l'encours et cette facilitation des questions sur le superviseur. Oui. Est-ce qu'on peut de là dire, tiens, je vais rebondir pour aller ensuite faire une relance? Alors, le superviseur de recouvrement sert à ça. Le superviseur de recouvrement, c'est vraiment, comme je disais, le côté opérationnel, c'est-à-dire que je retrouve tous mes clients avec mes factures à relancer en fonction de mon paramétrage. Et ici, je vais pouvoir faire un appel téléphonique, un courrier, un mail, toutes les opérations, j'ai envie de dire, annexes. Voilà, c'est vraiment fait pour ça. C'est le traitement des relances. Ok. C'est bon. Okay. Du coup, voilà, moi, c'est ce que je voulais. Alors, je vais juste essayer quelque chose, si vous me permettez, la fameuse consultation par rapport à la question qu'on a eue précédemment. Hop, donc là, en attente, j'ai rien. En payé, mais c'est suite à une demande de paiement du recouvrement. Effectivement, là, je les ai pas. Je les ai pas. Donc, effectivement, pour avoir l'ensemble des demandes issues des factures en GESCOM, ça, c'est lié à la facture GESCOM. Côté recouvrement, on les retrouvera toutes, mais c'est uniquement dans le cadre du recouvrement qu'on va retrouver effectivement les liens de paiement. C'est peut-être un truc à noter. Ouais, effectivement, ça pourrait être intéressant. Celles qui sont ouvertes. Ils ont une durée de vie, non, les demandes de paiement? Oui, c'est 7 jours. 7 jours par défaut. D'accord. Ok. Est-ce qu'une demande de paiement est enregistrée comme une promesse de paiement? Tout à fait, absolument. Et vous avez de la même manière toute la mécanique avec l'indicateur. Et dès lors que la date du lien est dépassée, donc les 7 jours en l'occurrence, vous avez le flag qui se met pour dire attention, le client n'a pas réglé. Et vous allez avoir toutes les notions d'alerte, que ce soit dans l'encours ou dans le tableau de bord, qui vont vous permettre d'avoir cet indicateur en suivi particulier. En fait, Très bien. J'ai repris l'écran.
Il y avait un sujet la dernière fois lorsqu'on avait fait un point sur la réforme qu'on n'avait pas pu traiter, qui était la validation du règlement facture fournisseur. Alors là, encore une fois, je vais vous renvoyer à la vidéo, parce que j'ai eu des envois des mails pour me demander cette partie-là. Donc, c'est le circuit qui se passe après avoir acquis une facture fournisseur, qui permet de dématérialiser un processus en interne dans lequel on va aller valider le règlement, notamment quand il va aller falloir par exemple, vérifier que le stock qu'on a reçu est bien conforme à l'achat ou ce genre de choses. Donc, on va pouvoir faire circuler via un processus des demandes à différents collaborateurs et ça permettra ensuite d'aller valider le paiement du fournisseur. On n'avait pas le temps de le placer là avec Benjamin. Alors peut-être qu'on le replacera à un autre webinaire à un moment donné. Mais en tout cas, il y a déjà un webinaire qui existe sur ce sujet-là dans lequel on a montré chacune des étapes et notamment avec en amont la partie use sur l'acquisition de la facture. Et donc là, il va nous rester 5 minutes pour clore un peu le sujet. On avait décidé avec Benjamin d'un petit peu vous donner de la visu sur ce qu'on est en train de faire pour ce qu'on a déjà programmé en partie pour 2024. Alors, c'est pas que les sujets qu'on fait, mais en tout cas dans le cadre de ce sujet-là, Order to Cash, on a sélectionné 3 sujets sur lesquels on a déjà commencé des développements, si tu veux les commenter. Oui, effectivement, alors le gros sujet, et ça je pense que tout le monde l'aura noté, c'est le sujet e-reporting pour concernant la facturation électronique. Donc c'est un sujet qui est assez frais puisqu'on a eu les premières analyses il y a à peu près 3 semaines de ça, dû effectivement au report. Les premiers éléments n'étaient pas très précis, on n'en fait que dans des cadres très généralistes, tout ce qui était cas un peu particulier n'était absolument pas adressé. Donc on est en analyse aujourd'hui avec Dokun sur justement comment constituer ce e-reporting pour faire le suivi des différents statuts de facturation jusqu'au règlement, mais aussi pour faciliter donc les transmissions des données de la TVA. Donc ça va être un gros sujet pour nous en 2024. Et puis on va travailler là, on va voir le bout et la concrétisation de notre travail avec Bridge depuis quasiment 1 an et demi maintenant, sur 2 modules qu'on va mettre en place. Alors un module que j'ai appelé cockpit de trésorerie, qui va vous permettre de faire des analyses d'opérations bancaires, un peu comme ce qui existe aujourd'hui sur les applications bancaires, pour pouvoir vraiment faire de la statistique de règlement, avoir une analyse de trésorerie multisociété, parce que le sujet groupe devient de plus en plus important, et donc avoir effectivement une visu multi-société avec toutes les filiales et ainsi de suite agrégées, ça commence à être effectivement assez demandé. Et bien sûr, pour finir, des simulations de financement, si dans le cadre d'un projet, vous hésitez entre un emprunt, un autofinancement, un crédit bail, voilà, vous allez pouvoir donc dans votre trésorerie prévisionnelle rajouter ces fonctionnalités de simulation là pour pouvoir dire voilà, en fonction de mon choix, ma trésorerie elle va peut-être déraper, ou alors effectivement elle va tenir sur la durée. Et puis le troisième gros sujet, et le deuxième avec Bridge plus particulièrement, c'est une nouvelle solution d'échange bancaire. En l'occurrence, aujourd'hui, vous avez les solutions par fichier XML que vous déposez sur une plateforme bancaire. Vous avez EBIX qui existe également. Ce qu'on souhaite mettre en place avec Bridge, c'est donc une troisième offre, une offre totalement dématérialisée. Donc c'est-à-dire que, par exemple, avec EBIX, vous avez la clé USB qui vous permet de faire la validation avec la signature électronique. L'idée, c'est d'avoir donc une dématérialisation totale et mobile, puisque en fait, ça correspondrait à aller sur votre application bancaire avec le règlement que vous allez effectuer et de valider par votre application bancaire en fait le règlement. Donc là, c'est vraiment donner de la liberté à tous les acteurs qui ont pouvoir de signature des paiements, de pouvoir intervenir finalement n'importe où et quelle que soit finalement la solution, donc mobile, tablette et ainsi de suite. Et pour finir, la comptabilisation automatique du relevé bancaire. Donc ça, on y reviendra plus en détail, je pense, dans l'année, puisque grâce à l'open banking, donc à Bridge en l'occurrence, on va disposer d'énormément d'informations sur les opérations bancaires. On ne se rend pas compte, mais en fait, les banques
enregistre énormément de données dans les règlements. Et l'idée, c'est de pouvoir exploiter ces données-là pour pouvoir automatiser effectivement de la comptabilisation, voire du lettrage à réception du relevé bancaire. Voilà, donc tout ça,